Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benjamin Cohen, cofondateur et directeur général d'Elevation Capital Partner. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier rendez-vous du Club Patria. Le Club Patria est né d'une conviction forte. Dans un monde marqué par l'accélération des tensions géopolitiques et la montée en puissance des enjeux de souveraineté, il devient essentiel pour tout le monde de prendre du recul sur les tendances géostratégiques et de créer des espaces d'échange et de dialogue de haut niveau. Notre ambition est claire: réunir tout au long de l'année investisseurs, partenaires et experts de premier plan afin d'anticiper, de comprendre et d'agir au cœur des enjeux stratégiques contemporains. Et pour inaugurer ce premier événement, nous avons l'honneur d'accueillir un intervenant dont l'expérience est absolument exceptionnelle. Je suis accompagné aujourd'hui par le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié transformation de l'OTAN, qui va nous apporter son éclairage sur un sujet central, la situation géopolitique mondiale et les défis auxquels l'Europe est aujourd'hui confrontée. Mon général, je suis ravi de pouvoir vous accueillir. J'invite nos auditeurs à poser des questions auxquelles on pourra répondre en fin de session. Et pour commencer, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vais avoir l'honneur de présenter un peu votre parcours et on pourra rentrer sur les différentes thématiques de ce Club Patria. Donc, vous avez été pilote de chasse. Vous totalisez plus de 82 missions de combat et plus de 3500 heures de vol, principalement sur des Mirages. Vous avez eu des commandements successifs sur l'escadron de chasse Picardie, la 30e escadre de chasse à Reims, la base aérienne 120 de Cazaux. Vous avez une expérience opérationnelle internationale, notamment en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre de la Fort Pronu, en 95. Et plus récemment, vous avez été, entre 2009 et 2012, chef d'état-major de l'armée de l'air, au SEMA, et commandant suprême allié, transformation de l'OTAN de 2012 à 2015, basé à Norfolk, aux États-Unis. Je vous remercie très sincèrement de prendre le temps d'échanger avec moi et avec nos auditeurs sur ce premier Club Patria. On est très honoré de vous avoir. Pour commencer, on souhaitait avant toute chose parler du contexte géostratégique actuel. On voit que le positionnement actuel de la première superpuissance mondiale, les États-Unis, semble ambivalent. D'un côté, on voit que les États-Unis invitent leurs partenaires historiques à être plus autonomes. On l'a vu dans la guerre en Ukraine, on l'a vu dans l'incitation qu'ils ont à engager leurs partenaires à investir plus dans la défense en pourcentage de PIB. Et de l'autre, on se rend compte aussi qu'ils ont une approche plus interventionniste sur différents fronts. Il y a eu évidemment l'Ukraine depuis 2022, et puis plus récemment, on a eu le Venezuela et l'Iran. Est-ce que vous êtes déjà d'accord avec cette ambivalence? Et si oui, comment vous la percevez, cette ambivalence des États-Unis? Bien, écoutez, d'abord, merci infiniment pour cette invitation. Je suis très touché parce que, d'une part, ben, c'est une première et je vous félicite d'avoir créé ce club. Ça rejoint une conviction profonde que j'ai de très longtemps et les gens qui me suivent le savent, c'est qu'on ne peut avancer qu'en groupe. Si tu veux aller vite, eh ben, va tout seul, mais si tu veux aller loin, et on a besoin d'aller très très loin, vas-y bien accompagné. Et les investisseurs, et ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de le dire, pour moi, aujourd'hui, sont en première ligne. C'est des combattants de première ligne. C'est comme ça qu'il faut voir ce métier, qui doivent analyser des risques, mais savoir aussi que l'audace, c'est une valeur cardinale, et cette maîtrise des risques qui permet d'avancer, d'être innovant, d'aborder les problèmes différemment. C'est ce que j'ai vécu finalement quand j'étais dans la transformation. Et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de vérité absolue, mais que la vérité, il fallait la construire ensemble. Il y a un chemin à construire. Alors, il vaut mieux savoir où on veut aller, hein. Il n'y a pire, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Et je crois beaucoup à cette formule. Il faut effectivement avoir une idée. Et donc, la question que vous posez, c'est vraiment une bonne question d'introduction, parce que où va-t-on? Dans quel monde? Est-ce que les alliances sont durables? Il n'y a pas... Ça serait à la fois ambitieux, même trop ambitieux, de donner une réponse ferme et définitive.
c'est pas en tout cas mon caractère. J'essaye d'analyser les forces et les faiblesses et de m'appuyer aussi sur le passé. Si vous voulez, la transformation, c'est d'abord une première étape de vérité vis-à-vis de son passé. On l'assume, on peut le critiquer, il faut tirer des retours d'expérience, et je suis sûr que c'est ce que vous faites dans vos sociétés respectives, mais on aurait tort de ne pas capitaliser sur le potentiel humain, d'abord, et aussi sur la manière dont chacun aborde les difficultés dans son domaine et comment on peut les aborder globalement. Dans ce passé, il y a quand même des points solides qui valent la peine d'être défendus, me semble-t-il. Euh, L'Alliance Atlantique, vous avez rappelé que j'avais été commandeur suprême, c'était un honneur insigne, vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à ça dans ma carrière. Mais d'un autre côté, j'étais très porté sur la prospective, donc pour moi, ça a été un peu la cerise sur le gâteau, si vous m'excusez cette expression. Et entre 2012 et 2015, il s'est passé pas mal de choses, pas autant qu'aujourd'hui. Et j'ai bien pris conscience que voilà, si on ne préparait pas l'avenir maintenant, à cette époque-là, on passait à côté de quelque chose. Et ce quelque chose, c'était quand même l'avenir d'une alliance qui était née en 1949, dans les ruines de 2 guerres mondiales dévastatrices. Il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir de ceux qui l'ont gagné, et la manière dont on s'est associé, on s'est allié. Je rends vraiment hommage à tous ceux qui se sont investis pour que on crée des organisations, des alliances qui permettent comme ça de voir l'avenir avec confiance, parce qu'on s'engage sur un même objectif, et c'est le cas de l'OTAN, c'est le cas de l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, 32 pays qui s'engagent pour un exercice de défense collective et qui est très attractive. L'Ukraine aurait bien aimé faire partie de l'OTAN. Le monde aurait été différent. Donc, maintenant, ce n'est pas sans difficulté. C'est pour ça que l'OTAN a un commandement de la transformation, c'est qu'il faut l'adapter. Et quand c'est, pour répondre encore un peu plus à votre question, quand c'est, comment dirais-je, le partenaire, l'investisseur, si vous voulez, principal, qui chahute un peu cette alliance. On l'a vécu pendant le premier mandat de Donald Trump, on l'a vécu ensuite. Ça rend l'exercice difficile. Mais vous le comprenez bien, pour moi, le point central, c'est quand même qu'on essaye de préserver cette alliance, pas à n'importe quel prix. Et pour préserver cette alliance, il y a au moins deux points qui sont fondamentaux. Primo, avoir ce dialogue politique en permanence et essayer de montrer quelle a été la valeur et quelle est toujours la valeur de l'Alliance dans un monde en pleine ébullition, où les centres de pouvoir se redistribuent et où c'est vrai qu'on navigue un peu dans l'incertitude, et définir soi-même son propre chemin et surtout garder un cap sur ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire la liberté, la paix, la liberté. C'est ça la clé quand on parle aux jeunes. Moi, je leur parle de paix et de liberté. Je ne leur parle pas de combat, de guerre. Je leur dis, la clé de la liberté, c'est de pouvoir se défendre, c'est de préparer la guerre pour préserver la paix, pour préserver notre liberté. Parce que cet héritage, si vous voulez, il n'est pas acquis, on le sait, mais je crois que ça vaut le coup de le dire et de le redire. Donc cette alliance, elle est précieuse, mais quelles sont les conditions qui vont nous permettre d'en faire une alliance adaptée aux défis d'aujourd'hui et prête à relever ceux de demain, si je puis dire. Dans cette alliance, aujourd'hui, on a 32 pays. Ça prouve qu'elle fonctionne bien. Elle est très attractive, je le disais tout à l'heure. Il y a quand même, sur ces 32 pays, vous avez 23 pays européens. 23 pays de l'Union européenne. Si je rajoute, en élargissant bien volontiers le cercle des Européens, la Grande-Bretagne ou encore la Norvège, on est déjà à 25 pays, ce qui constitue une majorité qualifiée. Eh bien, ce que nous démontre la guerre en Ukraine et le soutien qu'apporte la coalition des volontaires, c'est que quelque part, ces 25 pays, et peut-être d'autres avec eux, on pense au Canada, peut-être la Turquie même, sont prêts à jouer le jeu, c'est-à-dire à faire qu'il y ait un pilier européen au sein de cette alliance. Et globalement, c'est ce qu'appelaient de leur vœu les différents responsables militaires américains, comme Dwight Eisenhower, qui était le premier commandeur suprême allié à la création de l'OTAN, en disant, vous, Européens,
vous voulez bénéficier de la défense collective qui est un droit en quelque sorte, mais vous ne remplissez pas vos devoirs. Et le devoir, c'était de continuer à fournir une défense décente, de qualité et en nombre suffisant. Donc, on a vécu avec ça et chaque président américain, chaque commandeur suprême nous l'a rappelé en disant vous ne pouvez pas vivre comme ça en dépendance. Ça ne les empêchait pas, évidemment, de nous vendre du matériel. C'est deux choses différentes. Et il est clair que l'OTAN est quand même une sacrée occasion de définir l'avenir comment dirais-je, des opérations militaires, la manière dont on les mène, l'interopérabilité. Donc, les Américains en tirent, fort heureusement pour eux, je le dirais, parce qu'ils ne sont pas idiots, en tirent des profits. Maintenant, est-ce que nous, Européens, nous en tirons profit? Pas assez. Et pour moi, c'est la clé. On ne tire pas assez de profit parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas mettre sur la table une autre manière de voir les choses. Et ça, je l'ai vraiment expérimenté quand j'étais à Norfolk. Dire, cette voie-là, elle n'est pas unique, et peut-être qu'elle ne correspond pas à nos moyens d'un côté, mais surtout à notre vision du monde de demain. Quand je parle des nouvelles, et on en parlera, des nouvelles technologies, quand je parle d'une nouvelle approche des capacités militaires, ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, ça se traduit dans les faits. La guerre en Ukraine, qui eût pu imaginer que l'Ukraine en soit où elle est maintenant? Et elle ne cesse de progresser, et elle est plus qu'à parité avec la Russie dans bien des domaines. C'est assez incroyable. Eh bien, c'est fait. Et si c'est fait, c'est que c'est faisable. Les Ukrainiens, évidemment, sous une contrainte très forte. Tout ça pour dire que les alliances valent la peine d'être vécues. Il faut que nous remplissions nos devoirs si nous pouvons bénéficier des droits. Et là, aucun président américain, au moins, ne pourra nous reprocher ça. C'est moi, avec mon commandement, qui avait proposé à l'époque de monter le ratio, enfin la dépense de dépenses en 2014, au sommet du Pays de Galles de l'OTAN, à 2%, et dont 20% d'investissement. Donc on n'a pas attendu Donald Trump, et c'est vrai que son arrivée... C'était lié à l'événement en Crimée ou... il se passait beaucoup de choses. Voilà, Oui. ça, c'était la leçon. Parce que la transformation, c'est le passé, mais c'est aussi le présent. Il faut s'adapter avec, si possible, un cap, justement, pour l'avenir. Le cap pour l'avenir, c'était la rénovation des capacités, et puis surtout sortir de l'ambiguïté. Vous savez, quand on faisait le tour de la question au sein de l'Alliance, il y avait plein de trous. Et il fallait les regarder avec lucidité en se disant, on ne peut pas avoir une alliance Potemkin, si vous voulez. Donc, et c'est là que l'idée de définir ce cap, mais au-delà des 2%, il fallait définir aussi quelles étaient les priorités. Et pourquoi? Parce que la situation l'exigeait déjà. Ukraine, avec l'annexion de la Crimée. De l'autre côté, on se battait, les mêmes à peu près se battaient contre l'État islamique. On voyait bien que les crises étaient en train de bouillir et on voyait les superpuissances, mais ça, c'était pas récent, qui montaient en puissance. Mais pourquoi faire? Moi, c'est la question que je me suis posée depuis le début des années 2000. C'est-à-dire, on voit ces superpuissances, et en particulier la Chine, mais même les Américains, mais plus de 1 000 milliards de dollars aujourd'hui, montent en puissance. Ce n'est pas simplement pour faire vivre leur industrie, c'est parce qu'ils ont des ambitions, et les ambitions des uns stimulent les ambitions des autres, et puis on en arrive où on est aujourd'hui, une sorte de duopole. Alors, la Russie qui essaie évidemment de jouer un rôle particulier, et pendant ce temps-là, l'Europe a du mal à exister, c'est vrai, elle a fait des efforts, elle s'est investie dans la défense, mais le problème, c'est qu'on ne lui avait pas demandé de le faire. On avait même récusé. Donc, cette ambiguïté entre la souveraineté et l'autonomie stratégique, ça, on va continuer cette discussion, mais je suis prêt à en parler parce que ça me paraît être un peu au cœur du sujet aujourd'hui. Et pour revenir sur la position américaine, vous l'avez rappelé, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a cette position américaine qui, à la fois, profite de sa domination économique et militaire. La position américaine, qui est exacerbée par la présidence de Trump, elle n'est pas nouvelle aujourd'hui Non. sur cette ambivalence, cette volonté de s'affirmer comme superpuissance et en même temps cette incitation à pousser ses partenaires à être plus autonomes. Euh, Est-ce que le fait que cette position américaine soit aujourd'hui exacerbée, pour autant, ça présente un risque existentiel pour l'OTAN et la solidité de l'Alliance nord-atlantique dans ses formes peut-être les plus extravagantes aujourd'hui sur la communication politique, mais on voit que de plus en plus, le poids des, euh,
des moyens militaires américains, je pense au discours de J.D. Vance il y a quelques mois à Munich, euh, viennent un peu ébranler à la fois cette cohérence européenne et ce rôle de l'Europe en tant qu'entité par rapport à ses partenaires. Et il est clair qu'on vit dans un monde où il faut être respecté, et pour être respecté, il faut être fort dans différents domaines. Pas uniquement sa puissance militaire, mais la puissance militaire y contribue largement. Et les faibles, malheureusement, n'ont pas, ou les herbivores, comme certains disent, face aux carnivores, n'ont pas beaucoup de place. Et c'est pas pour ça que il faut abandonner toute ambition. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On a eu pendant des années l'Europe plutôt timide, enfin timide en termes stratégiques, parce qu'on n'avait pas voulu et pu, on ne va pas remonter dans l'histoire, parce que voilà, euh, on ne pouvait pas aller plus vite. D'un autre côté, cette Europe, elle a commencé vraiment à émerger à la fin de la guerre froide. Là, tout le monde s'est dit, chouette, on va pouvoir investir ailleurs que dans notre défense. Tout le monde a compris ça maintenant. Et on s'est rendu compte que la défense, bah, écoutez, c'était pas. Si on n'investit pas, c'est comme dans toute boîte, hein. Mhm. Il y a un jour où le CAPEX, eh ben, il est ce qu'il a, il produit des déficits et c'est bien difficile à relever. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut de la durée. Et je repense ce que je disais tout à l'heure, si on veut aller loin, on y va ensemble. C'est ça l'enjeu, en fait, pour les Européens aujourd'hui. Je reste un Européen convaincu, mais pas naïf. Euh, Depuis longtemps, je ne suis pas le seul à militer pour l'autonomie stratégique. Pourquoi l'autonomie stratégique? Ce n'est pas juste une question de mots. C'est ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et surtout, je crois que galvauder la notion même de souveraineté ne nous conduit nulle part. On parle de souveraineté européenne. Donc, je préfère qu'on parle vraiment de souveraineté parce que la souveraineté, elle reste. L'Europe, elle a été construite sur des souverainetés, sur une mise en commun, quelque part, dans certains domaines de cette souveraineté, quelques transferts de souveraineté qui peuvent être discutés aujourd'hui en se disant on est allé trop loin, on n'est pas allé assez loin. C'est un peu le cas pour la défense. Mais donc, il y a une chance. Il faut y croire, il faut être audacieux. On a du capital humain. Si le capital tout court rejoint le capital humain, et si on donne une chance, et je pense en particulier aux nouvelles générations qui ont plein de projets dans la tête, qui ont des choses très intéressantes, qui ont besoin d'un coup de pouce, et je vois, je les côtoie, en Europe, on a vraiment de quoi, peut-être pas concurrencer directement les États-Unis, mais est-ce qu'on veut concurrencer directement les États-Unis? En tout cas, tenir une place qui est la nôtre et faire une Europe qui soit respectée, suffisamment forte, et on a de quoi. On a des trous, mais justement, c'est là qu'il faut travailler, si possible ensemble, et on peut y revenir, bien sûr, et une Europe qui est une perspective de travailler dans une alliance, et si possible, dans une alliance atlantique transformée, qui s'adapte aux nouvelles exigences, aux nouveaux besoins, et on va en parler, la masse, Oui. l'innovation, le coût, l'efficience opérationnelle, tout ça, c'est des critères de transformation très, très profonds Mhm. et qu'il faut et qu'on ne peut pas inventer. On peut en parler comme ça, mais après, il faut le faire. Et c'est là que votre rôle, évidemment, devient extrêmement intéressant. Euh, Cette Europe-là, donnons-lui une chance d'émerger, mais comme un bien pour défendre des valeurs communes. C'est peut-être ça le cœur du sujet aujourd'hui avec ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche. Ce n'est pas une question de politique, c'est ce qui se passe au-delà de l'Atlantique et ce qui se passe malheureusement en Ukraine et maintenant en Iran. C'est un peu se dire finalement ces valeurs, c'est vrai qu'on les a partagées pendant des années. Est-ce qu'on les partage toujours? Mais ce qui est certain, c'est que nous, pays européens, si on a créé cette unité, si on a créé un marché commun, si on a créé une monnaie commune et tout ça, peut-être que c'était une approche bottom-up, une approche par le bas, Mhm. n'empêche qu'elle a le mérite d'exister et que globalement, elle réunit quand même des pays qui ont une culture assez proche, très proche, et qui ont une histoire qui a été faite de combats, de guerres et autres, et qui a réussi à surmonter. Donc voilà,
On ne peut pas se résigner à laisser à nos jeunes générations un monde en lambeaux où nous n'aurions pas l'ambition de continuer à construire sur les bases qui ont permis à l'Europe d'être en paix depuis 1949. C'est un peu ça le sujet. Ouais. Or, aujourd'hui, pour tenir ce cap-là, il faut absolument que nous créions cette dynamique européenne qui ne viendra pas gommer les souverainetés nationales, mais qui saura mettre ensemble des biens communs pour créer de la valeur et surtout protéger nos valeurs. Et vous parliez de cap, vous rappeliez fort justement que la construction européenne, elle s'est faite alors dans une ère de guerre froide, mais dans une ère de relative stabilité par rapport à l'incertitude actuelle. Quand on voit depuis 2022 la montée des tensions géopolitiques, on est sur une séquence de 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, où on a vu l'invasion russe en Ukraine, où on a vu des tensions croissantes au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Comment on peut construire de manière pérenne et sereine, et comment on peut tirer un cap dans un monde qui semble arriver dans une phase de déstabilisation profonde. Ou alors, pour reformuler ma question, est-ce que vous pensez que la séquence de 4 ans qu'on vit depuis l'invasion en Ukraine, c'est une séquence qui est à l'échelle de l'histoire un épiphénomène, ou est-ce qu'on rentre dans une nouvelle phase de déstabilisation profonde qu'on n'avait pas nécessairement anticipée depuis la chute de l'URSS et la chute du mur? Non, je crois que les convulsions s'accélèrent en quelque Ouais. sorte et elles génèrent elles-mêmes un trouble. Il y a un phénomène d'auto-entraînement qui est, qui est grave au sens étymologique du terme, qui est important. On ne peut pas passer ça pour perte et profit et faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus tomber dans les extrêmes et abdiquer toute velléité de rendre au monde un peu plus de stabilité. Alors évidemment, ça peut paraître paradoxal de parler comme ça peut paraître un peu paradoxal que ça vienne d'un chef militaire, bien au contraire. Les chefs militaires, ils ont, pour la plupart d'entre eux, vécu des guerres, ils savent ce que c'est. Mhm. Ils se considèrent, comme c'est mon cas, comme des vrais soldats de la paix, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas à leur niveau, pour amener la paix, y compris par la force si c'est nécessaire, mais aussi par la crainte. Et c'est pour ça que il faut travailler sur plusieurs axes, si vous voulez. On ne peut pas imposer aujourd'hui une puissance quelconque si on n'a pas cette vision d'axes qui nous fournissent, qui nous permettent d'atteindre un certain niveau d'autonomie stratégique. Et ça, c'est vraiment, je pense, la clé. Là, quand je disais qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où veut aller, pour moi, savoir où on veut aller aujourd'hui, c'est savoir quel est le cap, quels sont les éléments, quels sont les ingrédients, quels sont comment dirais-je, les piliers Mhm. d'une véritable autonomie stratégique. Regardez, on en a des exemples tous les jours. Moi, je n'avais pas du tout compris que une partie des fertilisants de ce monde venait des pays du Golfe. Ce n'était pas un sujet qui spontanément sautait à la Oui. figure. Et si ça se trouve, dans un mois ou deux, on ne pourra plus cultiver les champs en Afrique, qui est extrêmement dépendante. Vous voyez, on a besoin, et j'en arrive à peut-être un premier message, on a besoin d'un travail prospectif. C'est vraiment une conviction, parce que je l'ai vécu quand j'étais à la tête de la transformation. Pour y voir plus clair, j'ai fait comme c'était mon métier, hein, des évaluations stratégiques, Strategic Foresight Analysis, pour essayer d'y comprendre quelque chose dans ce monde en ébullition et faire parler des experts, des gens qui sont en dehors de la boîte, mais et c'est un peu ce que vous faites avec votre club, et je vous en félicite, c'est de venir exposer un peu leur vision de cette autonomie stratégique, c'est-à-dire c'est quoi les sujets qui comptent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a raté, dans quel domaine on voit des ruptures potentielles, quels sont les leviers aujourd'hui qui permettent de piloter, évidemment pour un ancien pilote de chasse, c'est une image, mais c'est une image que j'aime bien, parce que piloter son avenir, c'est-à-dire regarder devant, fixer un cap, même s'il doit être évolutif, essayer de construire. Regardez, quand on réinvestit, quand
quand on se réinvestit dans l'espace, on est en train d'essayer de, non pas de contrôler, mais d'être présent à un bon niveau pour pouvoir tirer les parties de ce que l'espace offre comme opportunité pour la paix, pour la sécurité, pour tout ce qu'on veut, mais aussi d'être un acteur présent et, comment dirais-je, reconnu pour cette capacité, pour protéger aussi nos moyens. Donc, il y a toujours cette dualité entre la présence active parce que c'est l'avenir, parce qu'il faut absolument y être présent, et puis le niveau d'autonomie que ça fournit. Et avec ça, à mon avis, on doit pouvoir arriver à trouver des chemins en étant assez audacieux quand même, parce qu'il y a parfois des portes qui sont juste entrouvertes qu'il faut pousser. Mhm. Il ne faut pas se désespérer. La coopération, c'est difficile, mais c'est quand même indispensable. Et puis, il y a des moments où la coopération, ce n'est pas évident. Bah, il faut savoir aussi dire, bon, OK, mais tenter en permanence. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'ambition, de l'audace et de l'innovation. Pour moi, c'est la clé. On peut donner des exemples, hein. Il y a des boîtes aujourd'hui, je disais ça encore hier, il y a une boîte qui faisait plutôt de l'automobile aux États-Unis. Ils sont en train de produire des missiles par milliers à un cinquième du coût de ce qu'ils faisaient chez les industriels classiques. D'accord. C'est ça la véritable innovation. Ouais. Et ils font de la qualité avec, vous le savez, de l'impression 3D, etc., mais alimenté par l'intelligence artificielle. Donc la convergence du monde numérique, du monde physique, du monde intellectuel, concentré. Les outils, on les a. Les compétences, on les a. Il faut la volonté, il faut oser. Et aujourd'hui, si on n'ose pas, de toute façon, on passera au travers de ce début du XXe siècle et on ne comptera pas dans ce monde où les puissances, qu'elles soient intellectuelles, physiques ou financières, se conjuguent quelque part. Donc si on n'arrive pas à faire conjuguer ça au sein d'une Europe, y compris une Europe élargie, on va avoir du mal à se faire entendre et se faire respecter. On viendra sur les aspects d'innovation, mais c'est vrai que l'une des conséquences ou l'une des implications de cette incertitude géostratégique, c'est les conséquences économiques à laquelle l'Europe est confrontée. Enfin, avec, on le voit, la hausse du prix des matières premières, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales très fortes. La question qu'on peut se poser aussi, parce qu'on a parlé beaucoup de géopolitique ou de géostratégie, mais la question qu'on peut se poser, au-delà d'avoir un cap et des valeurs, c'est la robustesse et la fragilité de l'Alliance européenne et de l'Alliance Atlantique face à des conséquences économiques de cette guerre. Je parlais des matières premières, mais il y a l'avènement, l'émergence de nouveaux modèles, de nouvelles technologies. Et on peut se poser la question si l'Europe prend réellement aujourd'hui la mesure, depuis cette séquence des 4 dernières années, sur les conséquences économiques que le contexte géopolitique implique. Je ne sais pas si ça, c'est un point qui est à même de fragiliser peut-être le cap, la volonté qu'on devrait avoir. Écoutez, on va prendre des exemples, hein, Oui. c'est la meilleure illustration. Vous avez entendu la présidente de la Commission européenne, il y a peu, qui a fait son mea culpa et il faut lui rendre cette grâce, hein. Honnêtement, ce n'est pas aussi souvent que des responsables politiques le font. Je la connaissais d'ailleurs quand elle était ministre de la Défense allemande. C'était une femme bien, sous tout rapport, je dirais. Mais elle a reconnu que l'Europe avait fait, en tant qu'organisation, l'Union européenne avait fait fausse route dans le domaine de son plan énergétique. Vous voyez, quand on parle des piliers de l'autonomie stratégique, Ouais. il faudrait être abandonné du ciel pour ne pas identifier l'énergie comme étant quand même la clé de cette autonomie stratégique. Et pourtant, on a hésité. En France aussi, il faut le dire. Il ne faut pas que tout devienne non plus des polémiques politiques, parce que sinon, on ne sort pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de politique, hein, mais si possible, même des bons. Mais
la vraie politique, elle vient aussi des entreprises, elle vient du savoir-faire, elle vient de la force créative qu'on a tous ensemble. Et puis après, bah, il faut essayer quand même d'inventer des nouvelles organisations qui soient un peu plus fluides, un peu moins lourdes, un peu plus efficaces. Je suis d'accord avec vous, ça c'est un objectif clé. C'est pas normal que les innovateurs, et j'en soutiens, Mmh. attendent, ils ne se rendent pas compte que c'est des gens qui, enfin, mais je suis un peu, je suis un peu ulcéré de voir combien le temps peut attendre un innovateur pour que les crédits qu'il attend soient débloqués, parce qu'il faut, Ouais. c'est jamais assez bien. Mais je pense que l'homme n'aurait fait rien de bien s'il s'était posé ces questions, même depuis sa création, quoi. Il Mmh. y a un moment où c'était un réflexe de survie, après il a fallu prospérer, et je suis sûr que nos ancêtres, ils se posaient beaucoup moins de questions, et je pense qu'ils avaient raison. Ils avaient du savoir dans les mains, ils avaient une vision de ce qu'ils voulaient faire, et ben, ils se mettaient en route, et puis ils inventaient le marteau, enfin tous les outils Ouais. qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, le nouveau monde. Ben, si l'Europe ne s'investit pas dans ce nouveau monde, elle va, et pas uniquement en normant les choses, c'est pas mal de normer les choses, mais il faut avoir le savoir-faire aussi. La norme, on ne peut pas être que les gendarmes du monde sans avoir nous-mêmes les outils Ouais. pour y participer. Donc, oui, les incertitudes, elles vont être là, et j'ai peur qu'elles soient là pour longtemps, parce que la déstabilisation des relations mondiales est telle que il ne va pas suffire que M. Trump décide ou non d'arrêter la guerre en Iran pour que tout se remette en place. L'impact, mais il faut être aussi franc avec soi-même. C'est pas pour ça qu'il faut. C'est pas pour faire peur. C'est simplement pour être conscient que l'avenir, il va falloir en, en grande partie le reconstruire, et en particulier dans cette partie du monde. Mais dire aussi que ce qui se passe dans une partie du monde n'influence pas le reste, c'est complètement méconnaître les impacts d'une forme de mondialisation, peut-être que sur lesquels on s'est un peu trop reposé, ou en tout cas dont on a oublié la partie sécuritaire, à notre grand drame, pas, alors que les autres grandes puissances, elles l'avaient bien en tête, et elles l'ont démontré au travers et la Chine en particulier, bien sûr. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps, je parle devant des investisseurs en particulier, il n'y a pas si longtemps, pourquoi le cacher, investir dans la défense, c'était pas bien. J'ai peur qu'il soit resté encore des résistances dans ce domaine. Vous pourriez me le dire, peut-être mieux que quiconque, mais non, si on ne comprend pas ça, et si on ne part pas sur ces bases, et si on n'est pas confiant en nous-mêmes, on n'a aucune chance dans ce monde. Ce monde ne laisse les plats ne repassent pas deux fois, si vous voulez. Le premier gagne généralement. Regardez ce qui se passe dans l'espace, regardez ce qui se passe dans l'innovation, regardez ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, dans tous les domaines. Tous ces domaines-là sont en train de converger pour créer un monde nouveau. Il faut qu'on en soit parti, il faut même qu'on qu'on le prenne à bras le corps, et qu'on donne toutes les chances à ces jeunes qui, si on ne leur donne pas de chance, iront voir ailleurs. Ouais. Vous savez, les talents humains, c'est quelque chose, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Absolument, mais je pense qu'en effet, vous parliez de l'audace, c'est une valeur qu'on retrouve, tant chez les militaires que chez les entrepreneurs. C'est, le mouvement à l'action, c'est ce qui amène le progrès. Quand on voit le degré d'innovation aujourd'hui, qui infuse, que ce soit dans le militaire ou le civil, on voit aussi depuis la guerre en Ukraine qu'on est, dans un nouveau paradigme de l'art de la guerre, de la façon dont la guerre se développe. Et on voit que, on a pas un peu parlé d'innovation, mais on voit, somme toute, qu'on est dans une logique duale, où on va avoir, d'un côté, heu, encore le recours à des moyens conventionnels. L'Ukraine, l'Iran le montrent, on a besoin de munitions, on a besoin d'artillerie, on a besoin de blindés, on a besoin d'infanterie. Et donc on est encore, même s'il y a, une diffusion technologique dans ces différents moyens, il y a, ce recours à des moyens conventionnels, et on a aussi des nouveaux modèles opérationnels. Vous parliez de la souveraineté, je pense que la cybersécurité, c'est une thématique qui est Bien très sûr, forte, bien sûr. qui est, l'intelligence artificielle, la dronisation. On voit différentes thématiques qui viennent de la technologie, qui impactent, la façon dont
aussi bien le civil que le militaire doit appréhender son investissement et ses modèles. Est-ce que, au vu de ces innovations technologiques, si vous deviez, ou si on devait tirer ensemble, quelques enseignements, stratégiques sur cette hybridation des moyens, et qui devraient permettre à l'Europe, de définir des priorités, quelles seraient selon vous, sur cette hybridation, les priorités qu'on devrait impulser? Je pense que c'est tout d'abord la capacité de se défendre d'une manière très générale, très globale. Heu, D'une manière concrète, début des années 2000, j'avais un poste de responsabilité dans les armées, dans le plan des armées. Je me suis retrouvé devant, peu importe, un ministre ou une ministre, c'est pas la personne que je vise et j'avais en tête de présenter 2 défis de l'avenir, 2 défis capacitaires. Le premier, c'était l'avènement des drones, que j'avais vu fonctionner en 1995. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais je suis tombé, vraiment, en Bosnie, vous l'avez rappelé, j'étais en Bosnie quand on a lancé des opérations aériennes qui ont amené aux accords de Dayton. Et les Américains faisaient voler des drones pendant plusieurs heures, ils transmettaient des informations. Et là, j'ai été convaincu, évidemment, que c'était l'outil de l'avenir, mais on n'a pas su prendre ce chemin. Moi, je ne veux pas que ces choses-là se répètent. Le deuxième dossier, ça va vous surprendre, c'était comment on crée un premier étage de défense antimissile balistique. Et oui. Donc, je ne suis pas en train de dire j'avais raison et les autres avaient tort, ce n'est pas ça le sujet. C'est-à-dire, on ne s'est pas donné la chance, ou très peu, on a gardé un filet, on a gardé un filet de sauvegarde, pas donné la chance d'être présent dans 2 domaines qui sont aujourd'hui émergents, mais ils ne sont pas émergents d'aujourd'hui, ils sont émergents, je dis 95, des premiers prédateurs, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, ne laissons pas, regardons aussi, ayons la curiosité. Euh, il y a des tas, on peut appeler ça l'intelligence économique, ça fera plaisir à Alain Juillet, qui est un des apôtres, et fort heureusement. Mais il, faut, il, il faut développer cette idée que on n'est pas chinois, on va pas faire des copies, et c'est plus le cas d'ailleurs, puisqu'ils inventent maintenant, c'est bien le problème. Mais identifier tous les domaines. Je travaille dans une initiative, je fais un peu de pub aussi, moi, parce que c'est important, qui s'appelle Joint European Disruptive Initiative. Depuis 2017, avec André Lewski-Pietri, que je salue également, on essaye de décanter tout ça, et vous serez les bienvenus pour... Et on commence à avoir un réseau de plusieurs milliers d'adhérents là, qui se disent mais oui, il faut que ça bouge. Et c'est passionnant de voir, d'écouter et de comprendre où sont les blocages. Et les blocages, ils sont toujours les mêmes. Euh, Évidemment, blocage d'investissement, on n'a pas de fonds. Alors ça c'est un vrai sujet. Ouais. L'absence de fonds de pension. Mais je ne voudrais pas rebattre le sujet, c'est des solutions qu'il nous faut. Ouais. Et merci encore de vouloir, de bien vous y intéresser aujourd'hui. C'est vrai que je comprends que c'est difficile d'investir aujourd'hui dans des domaines qui ne sont pas familiers. Pour certains, ils y voient un problème éthique, pour d'autres. Mais l'éthique, elle s'arrête à la porte de notre liberté et de la paix, quoi. C'est ça le sujet. Donc, si on investit bien ensemble dans la défense, et si on se donne une chance d'avoir peut-être des armes plus intelligentes, plus connectées, de définir ce qu'on veut faire, des nouveaux algorithmes pour améliorer notre défense et notre sécurité, et avec nos valeurs. C'est un des sujets les plus centraux, les plus stratégiques. Là, vraiment, on ne perdra jamais son temps à réfléchir là-dessus. On a commencé à le faire pour que on obtienne. Et ce n'est pas par la norme qu'on fera ça, je ne crois absolument pas. C'est par la pratique et par le développement de systèmes qui nous satisfont, dans lesquels crédibles, transparence possible. Donc c'est bien l'utilisateur. Moi, je suis dans ce monde d'innovation, l'utilisateur, celui qui sait faire, l'ouvrier, c'est lui la clé. Et Dieu sait si on a besoin de rénover nos méthodes de manufacturing. Je citais le cas de cette entreprise automobile créée en 1994 à Résurgence, qui est en train de créer un nouveau monde dans la construction tout simplement des missiles. Ça paraît évident comme ça. Ils ont eu l'audace de le faire.
bon, ils sentaient bien quand même venir, mais ça n'a pas été créé hier, c'est 94, et ils ont transféré ce savoir-faire. Cette culture polyvalente où on se pose des bonnes questions, savoir quelle est la valeur ajoutée d'un savoir, quelle est la valeur ajoutée d'une technologie, comment le savoir et la technologie se rejoignent, et comment, là-dedans, on intègre l'intelligence artificielle. Comment les Ukrainiens résistent-ils aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont intelligents. Ils avaient du savoir-faire, ils avaient d'excellents ingénieurs du temps de l'Union soviétique. C'est eux, bon, globalement, qui tenaient quand même une partie du savoir-faire de l'Union soviétique. C'est pour ça qu'ils se sont retrouvés d'ailleurs avec des armes nucléaires, entre autres. Mais ces gens-là, ils se sont dit, oui, on a besoin évidemment. Comme ils n'avaient pas non plus créé de défense antimissile, ils ont besoin de faire quelque chose. Regardez le temps qu'ont mis les Israéliens à mettre sur pied leur dôme de fer. C'est pas d'hier. Donc, vous voyez, on se situe quand même dans le long terme. Et nous, on a des visions et on a des questions de long terme. On vient de lancer un nouveau porte-avions avec tout ce que ça peut considérer comme ambition, mais aussi comme risque. Et très bien. On va moderniser nos deux composantes de la dissuasion nucléaire. C'est important. Mais derrière tout ça, s'il n'y a pas un ensemble cohérent qui reste à inventer, et tout ça, ne nous payons pas de mots sous contrainte budgétaire. C'est même pas une contrainte, c'est une obligation. Voilà, le monde, il vit en respectant des critères. Il faut trouver le meilleur équilibre possible. Essayons de le trouver, justement, en innovant et en sortant des sentiers battus, en donnant leur chance à des sociétés moyennes, mais qui ont de l'ordre dans les mains. On en voit dans les régions, c'est incroyable. Les régions, c'est un bon cadre. J'écoutais encore une émission hier sur la région Normandie. C'était sur BFM Business, je crois que j'aime bien d'ailleurs. C'est une belle chaîne. Et vous voyez ces petites entreprises là, qui contribuent, qui ont un rôle stratégique, parfois sans le savoir, quoi. Mais lorsqu'il y a une rupture de la chaîne, ce qu'on appelle vulgairement la supply chain, d'un seul coup, ça devient évident. Voilà, donc un cap, l'audace, la foi. Oui, il y aura peut-être de la perte, mais vous savez, on n'investit jamais à perte. Moi, je suis un grand fanat de l'agence innovative américaine, la DARPA, qui avait été inventée par Eisenhower après que les Russes aient réussi à mettre Sputnik en orbite. Il a dit plus jamais ça. Et on va avoir une véritable agence d'innovation de rupture. On milite pour ça. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Je le regrette beaucoup. Mais derrière l'agence, c'est l'esprit. Pourquoi on n'a pas l'agence? Parce qu'on n'a pas encore osé le faire. Et pourtant, on démontre, nous, dans notre petite organisation, que c'est possible d'attirer des talents, de les faire parler ensemble et de trouver des points communs et de se dire « Merde, c'est dommage qu'on ne travaille pas ensemble. » C'est vrai. Et alors, on voit que l'innovation, elle est pervasive, elle touche les différents corps d'armée. On voit d'ailleurs qu'en Europe, mais plus particulièrement en France, on a des vrais champions nationaux, voire internationaux, que ce soit sur l'aéronautique, sur l'artillerie, sur les missiles, sur le spatial, sur le naval. Vous parlez du France futur Libre. porte-avions, le France Libre. Comment vous percevez dans ce monde avec une concurrence effrénée des Chinois, des Américains? Est-ce que vous considérez encore que ces champions européens ou nationaux sont encore des fers de lance d'un point de vue économique et géostratégique? Est-ce que c'est, à l'heure actuelle, il demeure encore des atouts sur lesquels on doit s'appuyer, sachant qu'eux-mêmes s'appuient sur un tissu industriel que vous décriviez en région? C'est là qu'on en revient à l'intelligence économique, plus que jamais, au sens très large du terme, vraiment au sens stratégique du terme, qui a plus que jamais son rôle. Et on a vraiment besoin de cette réflexion commune. C'est de la réflexion commune que naîtra une vision plus claire du monde extrêmement complexe au sens de l'interaction des différents phénomènes. Donc assez difficile d'imaginer l'impact final par rapport à un problème ou à une solution qui va émerger. Mais il y a des grandes constantes, si vous voulez. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais je n'ai
pas honte de le faire parce que c'est tellement important. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Moi, je dois avouer que ça, c'était un terme de marketing, tout le monde l'a compris. Euh, la bonne question, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'était Camus qui disait ça. Et je crois qu'on a mal nommé les choses, l'intelligence artificielle. Donc maintenant, il faut les renommer, les identifier. Et quand je vois, et je suis sûr que certains d'entre vous qui m'écoutent le savent tout aussi bien que moi, la place que prennent des sociétés, on peut les citer, hein, des sociétés en particulier américaines, mais il y aura l'équivalent chinois, n'en doutons pas, si elles n'existent pas déjà. Des sociétés américaines, non seulement dans la réalisation, non seulement dans la conception, mais dans nos cerveaux, quelque part. Regardez le poids de Palantir aujourd'hui, d'Anduril dans un autre domaine. Ouais. Je pense que là est le sujet. Le sujet d'ensemble, c'est qui va, quelque part, piloter le monde de demain avec cette aptitude à capitaliser sur ces flux de données qu'on a du mal à nommer, à identifier, à qualifier, à quantifier. Mais en tout cas, qui sont là, qu'on peut triturer un peu dans tous les sens, qui va quelque part contrôler l'ensemble. Et là, je pense que si j'avais des priorités dans l'ordre des batailles à gagner, ça serait, certains appellent ça la souveraineté des données, si on veut. On peut l'appeler comme on veut. Pas l'intelligence artificielle. Alors, parce que je parle d'intelligence artificielle, moi, je pense à l'intelligence augmentée, Ouais. je pense à l'intelligence coopérative, je pense à l'intelligence qui vient du savoir-faire, de l'intelligence des métiers. Et quand on dit ça, on donne pratiquement le mode d'emploi. Bien sûr que quand on veut travailler sur un porte-avions, et je sais que c'est ce qui se fait, les gens ils se réunissent, ils font un plateau, ils l'ont déjà fait dans d'autres programmes, et là, les utilisateurs sont au boulot. Et puis, et les innovants avec, et ensemble. Et c'est là que les intelligences se combinent. Et comme en plus, on a cette aptitude à créer des algorithmes pour accélérer et pour ouvrir des portes qu'on n'osait peut-être pas, que nos cerveaux n'osaient peut-être pas ouvrir, ou n'avaient pas la capacité d'ouvrir, là, ça commence à devenir intéressant. C'est exactement ce que font les Ukrainiens. Je reprends mon exemple. En dotant, ils ont changé de ministre de la Défense, ils ont pris l'ancien ministre de la Transformation numérique. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard dans la guerre, pas vraiment. Comme par hasard, c'est en train de changer. C'est pas pour ça que les Ukrainiens vont gagner la guerre, mais ils sont en train de résister de manière extrêmement intelligente. On n'en parle pas parce qu'il y a l'Iran, évidemment. On vit dans un monde où on tourne les feuilles du journal, mais on ne se rend pas compte qu'il y a toujours le haut titre, il y a toujours l'Ukraine, quoi, Ouais. qui est notre bataille aussi, qui est notre guerre, ça c'est ce que je pense. Eh bien, il est en train de révolutionner, et là, il faut voir la densité de drones qu'il a réussi à créer. Donc c'est l'ancien ministre de la transformation numérique. C'est lui qui a sauvé l'Ukraine grâce à Elon Musk lorsqu'il y a eu cette attaque de satellite Viasat. C'est là qu'on voit la convergence des différents domaines. Attaque de cybersécurité des Russes 2 jours avant le déclenchement de la guerre pour couper le son, l'image des Ukrainiens. Et les Russes, c'était une des parties de l'erreur stratégique de Poutine, fort heureusement. Il croyait arriver non seulement en théâtre conquis, mais en plus dans un pays qui était sourd et aveugle. Ouais. Et bien, grâce à ce type-là qui avait préparé cette transformation numérique, et je crois qu'il faut s'en inspirer, j'en suis sûr, et qui avait travaillé avec ceux qui savaient faire, c'est-à-dire Elon Musk et Starlink, en 48 heures, ils ont quand même réussi à remonter à un niveau de survie leur réseau de commandement, de télécommunication, de communication. C'est un exploit qui doit rester dans les annales. Il ne faut pas que ça reste au stade de l'exploit. C'est quelque chose qu'on doit absolument développer. Et ça, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont analysé le théâtre d'opération, ils ont analysé les forces et les faiblesses de l'adversaire, et ils ont bien compris, primo, qu'eux n'auraient jamais assez de personnel, de personnes pour remplir la tâche, parce que c'est difficile d'avoir des conscrits en temps de guerre, parce que, et il l'a dit très, très honnêtement, il y a des centaines de milliers
d'hommes en âge de pouvoir combattre qui ne le font pas, etc. Il faut regarder les choses. Quand on dit qu'il faut regarder les choses avec lucidité, vous voyez, ça, c'est un exemple de lucidité. Ouais. Mais la conclusion qu'il en a tirée, c'est qu'il faut qu'on soit encore plus efficace en mettant en œuvre nos drones, et en particulier pour se protéger. Je disais que la priorité, c'est la protection et la défense. Eux, ils ne regardent pas passer les trucs. Ils disent, bon, ben voilà, d'accord, on n'a pas forcément la défense antimissile. Il faut qu'on crée autre chose. Mais en tout cas, ces drones qui nous emmerdent, comme partout sur tous les théâtres d'opération aujourd'hui, eh ben, ils ont un taux de réussite qui avoisine entre 80 et 85% aujourd'hui. Parce qu'ils ont créé des drones extrêmement intelligents, des tueurs de drones, et ils vont continuer à créer ça comme ça. Et ils ont amplifié, ils ont modifié l'organisation. Donc vous voyez, ça va dans toutes les strates, et ils tirent le parti ils savent les faire eux-mêmes. Ils font de l'impression additive en permanence, et surtout additive et reconfigurable. Il y a un autre pays que je cite en exemple, c'est la Turquie. Je suis allé visiter les usines de Bayraktar, qui s'appelle Baytar maintenant. Ils viennent de sortir d'ailleurs un premier avion piloté par intelligence artificielle. C'est incroyable. Mais que ça n'existe pas en Europe, c'est une faille considérable. Donc deux niveaux, le niveau conceptuel, etc., Palantir, le niveau d'en dessous, Bayraktar ou autre, même les Iraniens savent faire ça. C'est pas normal que nous ne soyons pas leaders dans ces domaines-là. On sait faire, on a tout ce qu'il faut. Il faut se lancer, mais il faut se lancer à l'échelle. Ouais. Là, c'est fini les petites commandes, parce que, et c'est un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, on est à l'heure de la masse et de la précision. D'ailleurs, on sait faire des attaques de masse, mais avec une précision extrême. La bataille, la guerre aérienne menée par les Américains et par les Israéliens, on n'est pas là, on n'a pas les cibles, on ne sait pas, mais quand même, c'est une belle bataille de précision. Ils ont la masse, pour l'instant en tout cas. Ben nous, il faut qu'on la reconstitue. Ouais. Qu'on la reconstitue dans certains domaines, avec plus de dualité. Si vous voulez, on ne va pas pouvoir stocker tout ce dont on a besoin pour les 20 ans à venir. C'est pas ça le sujet, c'est surtout comment on la reconstitue. Ouais. Ça, c'est exemple Ukraine. Comment on la reconstitue en permanence. Et tout ça sous les bombes, sous les missiles. Ils font tourner leur industrie dans ces conditions-là. Et nous, on n'arriverait pas, avec une industrie qui, pour l'instant, en tout cas, pas sous la menace de missiles balistiques et autres, on n'arriverait pas à le faire, nous, dans un pays comme la France. Possible. Ouais. On doit devenir les champions des drones, on doit faire partie des champions de ce niveau de conception de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et ne pas avoir peur d'affronter des grands qui donnent aussi un exemple. Hein. Je veux dire, ce que fait, par exemple, Palantir, c'est remarquable. Simplement, on ne peut pas le laisser faire tout seul. Ouais. Là, c'est perdre une bataille, et celle-là, elle est très, très lourde de conséquences. Alors, on va beaucoup parler d'innovation, de conception, et c'est vrai que quand on regarde les grands champions européens dans l'industrie de l'armement, on se rend compte qu'ils dépendent aussi d'un tissu industriel assez diffus et très présent en région, qui est la base industrielle et technologique de défense en France. Et quand je vous écoute parler, en général, sur la technologie et l'innovation, il y a aussi un pan qui est sur de la fabrication traditionnelle, les travaux du métaux, le travaux de la poudre pour les munitions. Et c'est vrai que quand on lit les études de la DGA notamment, qu'on voit le dialogue de place sur la nécessité d'investir et de mieux appréhender la défense comme un secteur prône à l'investissement, on se rend compte aussi qu'il y a certes de l'investissement dans la R&D, mais qu'il y a de l'investissement de modernisation et de capacité qui est très fort. Il y a des besoins qui sont très forts, ne serait-ce que sur des usines pour fabriquer de la mécanique de précision. Et donc on se retrouve, pas dire entre le marteau et l'enclume, mais on se retrouve un peu tiraillé entre de l'investissement technologique et de l'investissement très traditionnel. Exactement, mais ça me donne l'occasion, je vous en remercie, de bien préciser un point qui est lié à ce que je fais, que d'autres font pour aider les sociétés innovantes. Je pense que vous, investisseurs, et j'en croise beaucoup, et qui ont du courage, très honnêtement, mais y compris d'ailleurs, je souligne le rôle de la BPI, parce que les gens qui sont
trop souvent, enfin, qu'on inclut dans la sphère étatique, qui en fait partie, mais qui sont très actifs et audacieux à leur niveau. Euh, les investisseurs, il faut qu'ils soient exigeants, mais peut-être moins sur la feuille comptable que sur la méthode et que sur la plus-value. Ouais. Et c'est ça qui pousse aussi les sociétés à s'interroger. Par exemple, quand j'ai rejoint ce petit groupe pour soutenir New Space, la question qui m'est venue tout de suite en tête, c'est-à-dire, bon, c'est assez facile vu de ma place, j'ai le recul, j'ai déjà vécu ça, c'est le fruit de l'expérience. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien testé la robustesse, la résilience de votre supply chain? Oui, oui. Et comme par hasard, on s'est retrouvé au mois d'août, et il y avait un maillon de la supply chain qui nous a fait perdre 3 semaines. Mais 3 semaines, c'est beaucoup, si vous voulez, pour l'entreprise. Bon, ça, c'est... Donc, on a besoin de fiabilité. Mais la question qui vient derrière, qui m'est venue à l'esprit, je dis, mais finalement, ce que fait ce maillon-là, très intéressant de notre supply chain, nous, enfin, vous êtes capable de le faire ou non? Est-ce qu'on le fait faire ou est-ce qu'on le fait? Ouais. Et je reprends l'exemple de la société là, d'automobile qui est en train de révolutionner le monde de la fabrication des missiles. Bah, ils ont compris qu'à un moment donné, c'était le faire. Le faire était là. Et donc, c'est possible. Je pense que... Ça fait autant partie de la logique d'autonomie que vous décrivez. Absolument. Il faut avoir là, il faut avoir l'audace quand même, parce que quand vous construisez, par exemple, un lanceur pour satellite 300-400 kilos, vous dites, bon, je vais aller chercher ce qu'il y a de mieux ailleurs, mais est-ce que ça sera tellement mieux qu'on peut prendre le risque? Alors, voilà, ça ne veut pas dire que, évidemment, il y a des maillons de la supply chain qui sont absolument irremplaçables, et ceux-là, ils sont précieux, et ceux-là, il faut vraiment les préparer, les accompagner. Et le rôle des investisseurs, c'est peut-être pas c'est de regarder sur des sociétés spécifiques avec leur savoir-faire, mais c'est d'imaginer derrière eux, et puis en étant accompagné, d'imaginer derrière leur potentiel de croissance et de voir où ça nous amène, en partant du principe qu'on ne sait pas tout et que l'avenir reste indéchiffrable au rythme où tout va. Quand vous avez devant vous une évolution exponentielle de technologie, des savoir-faire, des usages et tout ça, et que vous gardez une vision linéaire du monde, vous voyez bien le divorce qui est en train de se créer. C'est un peu le problème de nos États aujourd'hui. Hein. C'est comme ça que je le perçois. C'est que c'est très difficile, quel qu'il soit, avec le mode de fonctionnement de nos États actuels, de pouvoir accompagner, voire piloter cette exponentielle. Alors on arrive un peu au bout de cet entretien. Alors, je crois qu'on a un petit problème technique, c'est que je n'ai pas le retour sur les questions qu'on pourrait avoir, mais peut-être en attendant que ce problème se résolve, on a un horizon, donc on est en 2026, on a cet horizon à 2030-2040. On a beaucoup discuté des enjeux technologiques, des enjeux d'innovation, des enjeux de souveraineté, de la dépendance qu'on peut avoir par rapport à des acteurs qui soient nord-américains ou autres. Moi, j'ai beaucoup apprécié le message d'optimisme que vous avez véhiculé, parce que je pense qu'il y a rien de plus néfaste que le pessimisme, et il n'y a rien de plus immobilisant que la peur et le manque d'audace. Donc, c'est je pense un message très important, autant pour les nouvelles générations que pour les investisseurs, parce que si on manque d'optimisme, on ne fait pas de l'investissement par nature. Je vais vous poser une question qui est un peu rhétorique, mais est-ce que vous pensez vraiment que aujourd'hui l'Europe et la France puissent transformer cette période de tension, cette période d'incertitude en une opportunité? On sait que le mot crise est à la fois une opportunité et un risque, mais est-ce que vous pensez vraiment que cette période de tension puisse être transformée comme une réelle opportunité pour renouveler le pouvoir de l'Europe? C'est pas une option, C'est pas une option. c'est une exigence. Et c'est
si on tirer parti, ça fait capitaliste, ça fait tout ce que vous voulez. Si on s'appuie pas sur les réalités du monde et qui dessine les réalités du monde de demain, là, il est devant nous, le monde de demain. Il faut savoir simplement le déchiffrer, il faut l'inventer. Ça reste à écrire. Et c'est ça qui est magnifique dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens d'inventer le monde qui sont quasiment inépuisables. Et il faut le réinventer, ce monde, parce qu'il y a des tas de sujets. Quand on a fait notre Strategic Foresight Analysis, c'était en 2014, et moi, on avait sorti des concepts comme la résilience partagée, parce qu'on se rendait bien compte que chacun ne pouvait pas être résilient tout seul. Mais en groupe, bah, ça avait du sens. On a regardé, et puis on a vu les impacts démographiques. On n'étudie pas assez la démographie. C'est un sujet qui travaille sur le long terme, mais c'est extrêmement intéressant. Euh, Quand on fait des plans des plans de défense, on ne pense pas à cette dimension démographique. Et pourtant, ça vous rattrape très rapidement. C'est vrai. Vous dites, on va embaucher, allez, on va mettre de l'argent, 50 000. On a perdu 54 000 hommes, je le regrette, et je ne cesse d'en parler bêtement aux alentours des années 2010. Et ça, j'en voudrais toujours aux gens qui ont fait ça sans réfléchir. Je parle de la défense et de la sécurité. Bon, mais maintenant, peu importe, c'est de l'histoire. Mais maintenant qu'il faut donner et qu'il faut recruter des hommes et des femmes de talent et leur montrer combien c'est important, c'est difficile pour les armées aujourd'hui de recruter. Donc, voilà, il faut leur donner confiance, bien sûr. Il faut montrer que c'est des métiers d'avenir, qu'ils ont leur avenir entre leurs mains et que notre avenir entre leurs mains, surtout. Il n'y a pas, je répète ce que j'ai dit, c'est pas une option. Il n'y a pas le choix. Alors, on va prendre quelques questions pour conclure. Donc, on a une question de Igor Van Kampen qui dit là, je voudrais en premier lieu marquer mon respect pour le général Paloméros et pour son parcours et sa pensée. Je le remercie. Et je partage ce respect. Ensuite, il souhaiterait savoir ce que vous pensez de ce moment que semble rater l'Europe, de devenir un pôle de tempérance forte, indépendante des différents blocs qu'on a décrits. Est-ce que, vous l'avez un peu dit en conclusion, là, en fait, on n'a pas le choix, mais est-ce que si l'Europe ne devient pas ce pôle de tempérance forte, est-ce qu'on va vers un avenir encore plus chaotique? La magie de l'Europe, c'est que c'est 27 pays. La force de l'Europe, c'est que c'est 27 pays. La plus grande faiblesse de l'Europe, c'est que c'est 27 pays qui doivent travailler ensemble sur des roadmaps qui sont difficiles à ajuster. Donc ça aussi, c'est un travail quotidien d'investissement et de persuasion des différents pays. Les démocraties ont leur force et leur avenir entre leurs mains, mais ils ont aussi leur faiblesse. Si nous créons de la valeur en commun, et si nous créons des valeurs, et si nous défendons nos valeurs en commun, nos démocraties résisteront. Et c'est la clé de l'Europe. Si l'Europe n'est plus une union de démocratie, elle n'a plus lieu d'être. Et c'est vrai pour l'OTAN. Et c'est ça le fond du problème. Si vous regardez, j'aime bien revenir au fondement, parce que d'abord, c'est très, très enrichissant, c'est stimulant. Quand on regarde le traité de Washington, lisez-le, c'est 2 pages au maximum. Dans l'article 2, l'article 1er, il dit l'OTAN, c'est fait pour soutenir l'action des Nations Unies, qui venait de naître aussi en 1945. Bon, premier élément intéressant. Donc les principes qui aujourd'hui sont quand même relativement bafoués un peu partout, malheureusement. Et en particulier par ceux qui devraient en être les gardiens, c'est-à-dire les 5 grandes puissances du Conseil permanent de sécurité. Mais il dit aussi dans son article 2, les principes de cette alliance, c'est que les pays qui y appartiennent font en sorte d'entretenir des relations, c'est pas amicales, des relations proches pour éviter tout conflit économique. On ne parle pas de défense. Vous vous rendez compte de la vision de ces gens qui se disaient des conflits et des conflits économiques, des compétitions exacerbées économiques conduisent au pire. Donc on voit aussi où sont les ressorts de l'Europe, mais aussi les risques. Divergence, je ne parlerai pas des écarts économiques, parce que notre pays, malheureusement, en est là.
Et là, il va falloir faire quelque chose parce que on peut faire des tas de conférences comme celle-ci, enfin de séminaires, Mmh. donc mais la meilleure manière de rétablir nos comptes, c'est aussi de créer de la valeur. Ouais. Voilà, donc c'est pas de ratisser, de ratiboiser. Bien sûr qu'il faut faire du ménage dans les organisations, tout ça, mais le fond de problème, c'est la création de valeur. Ouais. J'en suis intimement certain. On va prendre une dernière question, qui est une question d'Aymeric Van Hout, alors qui est intéressante parce qu'on va parler d'Europe et de France, mais est-ce que vous pensez, en général, que l'Europe et l'industrie de défense européenne, au sens large, est capable de dépasser les conflits internes et nationalistes et les différents intérêts nationaux qu'au sein même de l'Europe, les États ont, pour avancer ensemble? Dans l'absolu, ça serait un beau rêve. On a fait de très belles choses Ouais. ensemble. Ça doit nous inspirer aussi. Alors, certains disent qu'aujourd'hui, on ne saurait pas refaire Airbus. C'est sans doute vrai, parce qu'on aurait peut-être des règles de concurrence et autres qui s'y opposeraient, et ça serait bien dommage. Mais d'un autre côté, on l'a fait. Ils l'ont fait. Mhm. Euh, oui, on a des problèmes pour définir l'aviation, le futur de l'aviation de combat. Moi, mon idée en 2017, c'était que l'avenir de l'aviation de combat, lointain, 2030, 2035, c'était l'association au sein d'un système de combat aérien de différents acteurs. C'est exactement ce qui est en train de se passer d'ailleurs sur le théâtre ukrainien. Je veux Ouais. pas. euh, bon, et évidemment, tout ça s'est concentré sur des plateformes. Il y a un moment donné, il ne faut pas lutter contre des évidences. Si vraiment ça ne marche pas, il faut prendre un autre biais. Par exemple, sur ce sujet du système de combat et futur, bon, ben, ok, laissons-le mûrir. Moi, je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, ça reconvergera. Mais surtout, créons le système de combat aérien. Et en créant le système de combat aérien, on va voir qu'il est très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Il est sensiblement différent. J'en suis persuadé. Et ça pourrait être difficile à dire de la part d'un pilote de chasse. Au contraire, Mhm. tous les pilotes de chasse que j'ai rencontrés, ils sont tous portés vers l'avenir et ils regardent devant et ils savent très bien que l'avenir sera différent. Il n'y a pas un pilote de chasse que j'ai rencontré qui était contre les drones. Au contraire, Ouais. ils disaient c'est ça l'avenir, c'est notre avenir. Ils feront du boulot qu'on n'aura pas à faire. On aura toujours une place là-dedans, quelque part, mais on fera ça plus intelligemment. Et là, puisqu'on en arrive vers la fin de cette conversation, dont je vous remercie une fois de plus, c'est un mot qui me vient toujours en tête en ce moment, c'est de l'efficience. Quand je parlais de l'usine automobile, quand je parlais de ci, quand je parlais de ça. Regardons, on a fait efficace parfois, on a fait performant parfois, la plupart du temps, sinon on n'aurait pas le Rafale et bien d'autres outils. Un porte-avions, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Deux composantes de nucléaire aéroporté qui sont parmi les meilleurs du monde, hein. Mhm. Il faut pas avoir peur de le dire, faut être fier de le dire. Maintenant, il y a l'efficience. C'est comment on peut atteindre un objectif stratégique en dépensant mieux, moins. Et là aussi, je me retourne vers l'Ukraine, je me retourne vers ce que font les Turcs, je me retourne vers ce qui se passe aussi, dans une certaine mesure, dans une certaine mesure dans le Golfe. Euh, et, et, et le dernier mot, c'est la prévoyance. Enfin, il faut continuer à regarder les choses en face, si vous voulez. Ouais. Si vous ne pouvez pas vous, vous cacher derrière un arbre qui cacherait la forêt, ça ne marche pas, ça. Mhm. Le jour où vous avez à entrer en guerre, vous ne pouvez plus cacher la déficience de vos stocks, vous ne pouvez plus cacher la déficience de systèmes, ou l'absence même totale de certains systèmes. On va être questionné un jour, à l'avenir, la population nous questionnera de savoir qu'est-ce que vous avez fait de mes deniers, qu'est-ce que vous avez fait de notre argent. Est-ce qu'on a les moyens de défense aérienne suffisants? C'est des bonnes questions, c'est que Ouais. nos élus et que la société vont nous poser un de ces quatre matins. Plutôt y répondre vite et bien, parce que c'est peut-être ça qui nous garantira l'avenir. Et là, eh bien, on aura, souhaitons-le, une vision européenne. Comment ne pas partager les enjeux du ciel, de l'espace, des eaux, des eaux, des sous-marins, du milieu marin, Ouais. ensemble. On a fait Ariane ensemble. Il faut qu'on continue à aller déchiffrer de nouveaux espaces, aussi dans l'espace numérique, bien Mhm. sûr. Je crois qu'incessamment, il faut créer des liens
il y a des sociétés qui se méconnaissent et qui peuvent arriver à converger sur des projets communs. Je crois que c'est ça qui créera la dynamique à la base aussi. Il y a du bottom-up, mais il y a beaucoup de Ouais. top-down. Il y a du top-down, mais il y a beaucoup de bottom-up. Absolument. On va conclure par le triptyque audace, efficience et prévoyance. Voilà, très bien. Nous vous remercions très sincèrement et très chaleureusement pour les échanges éclairants et édifiants qui permettent aussi d'inscrire notre initiative privée du Fonds Patria dans un contexte global et complexe. Je profite aussi de remercier nos auditeurs pour leur attention et les questions très pertinentes. Et je suis heureux de vous donner rendez-vous pour le prochain Club Patria. Merci. Merci, Général.